Cédric Hetzel, Bernard Legendre et puis Éric Labonardière, bonjour, merci de poursuivre avec nous cette belle journée consacrée aux entreprises familiales. Que signifie bien gouverner? Et pour bien gouverner, quelle organisation, c'est-à-dire quelle gouvernance faut-il déployer? Ces deux questions sont centrales dans toute entreprise, mais dans les groupes familiaux, elles sont d'une acuité toute particulière, notamment parce qu'elles sollicitent un facteur affectif singulier et parce qu'elles mettent en jeu des intérêts multiples qui ne sont pas toujours rationnels et qui sont source de conflits lorsqu'ils ne convergent pas. Gouverner, c'est bel et bien savoir choisir, mais choisir dans l'intérêt de qui et dans l'intérêt de quoi? Voilà la question que nous allons voir ensemble et qui convoque instantanément son corollaire, la gouvernance. Bernard, vous êtes associé de la banque Autingre, elle-même lignée de 7 générations. Cédric Hetzel, vous êtes associé du cabinet conseil Jeunes Partners en charge de l'activité M&A. Bonjour. Et enfin, Éric Labonardière, votre témoignage, alors vous, sera précieux à double titre. Bonjour. À double titre parce que vous présidez le conseil de surveillance du groupe familial Target Group, quasiment centenaire, l'un des leaders mondiaux de revêtement de sol et de surface sportive qui tutoie les 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et les 12 000 salariés. Et vous êtes PDG d'Evaneos, que vous avez créé en 2009, un concept de plateforme qui met en relation touristes et agences de voyage locales. Evaneos qui a levé près de 100 millions d'euros ces dernières années et qui emploie maintenant 200 salariés. Qu'est-ce que bien gouverner lorsqu'on est aux commandes d'un groupe familial? La question est immense et puis les réponses dépendent d'un grand nombre de variables. Par exemple, que le principal dirigeant soit membre de ou au contraire extérieur à la famille. Quelle est, à tous les trois, quelle est votre définition de bien gouverner? Cédric. Merci pour la question. Pour moi, bien gouverner, c'est pouvoir allier à la fois une vision, c'est-à-dire une ambition, un plan stratégique, du leadership, pouvoir fédérer autour de ce plan et embarquer l'ensemble des équipes, qui permet aussi d'aligner les intérêts de tous. On verra que c'est important. Et enfin, c'est dans l'exécution. Et tout ça dans l'optique d'arriver à créer de la valeur sur du long terme. Ouais, je rajouterais aussi que le plus important, c'est d'avoir une bonne organisation flexible, qui coulisse bien, puisque vous l'avez dit, il y a l'intérêt de l'entreprise, il y a son intérêt social, c'est quelque chose d'important, et l'intérêt de la famille par-dessus, et avoir une bonne courroie de transmission entre une famille qui est actionnaire, quoi qu'il arrive, pas forcément dirigeante, arriver à ce que les décisions soient prises en bonne intelligence, et surtout qu'il n'y ait pas de blocage. Éric, vous complétez Oui, par le vécu. Pour compléter, je pense que évidemment le rôle de la famille dans la gouvernance d'une entreprise familiale, c'est d'arriver à aligner la famille sur les objectifs stratégiques, sur les grandes décisions. Et ce qui est difficile et complexe, c'est que souvent ça implique un cercle de décideurs familiaux qui ne sont pas forcément en interaction quotidienne avec le business de l'entreprise. Et donc ça, quelque part, pour bien gouverner l'entreprise, il faut déjà bien se gouverner soi-même en tant que famille et mettre en place au sein de la famille, quand le cercle commence à être un petit peu large, les bonnes instances, les bonnes modalités de communication, de transparence, d'alignement. Et donc ça passe par une bonne psychologie familiale, beaucoup de communication, de discussion, et s'aligner in fine aussi sur les objectifs long terme de l'entreprise et surtout de transmission, si c'est un objectif de la famille. Et ça, c'est des choses qui s'anticipent et qui se préparent. Donc c'est des sujets qui se traitent en famille, pas forcément dans le business, mais comme tu le disais, la courroie de transmission est extrêmement importante. Et là, il y a besoin de voix fortes et légitimes pour bien opérer cette courroie. Bien gérer ce volet affectif, justement, c'est la clé de voûte du bien gouverner lorsqu'on est à la tête d'une entreprise familiale. Et question corollaire, on parle souvent de la solitude de l'entrepreneur. Un entrepreneur dans une entreprise familiale, on l'imagine moins seul, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que parfois il n'est pas encore plus seul qu'un autre? Non, justement, c'est la force de la famille d'arriver à créer un collectif, et c'est ça qu'il faut arriver à viser, et qui justement se rassemble autour d'un intérêt affectif pour l'entreprise. Donc on peut le voir comme un risque, mais aussi comme une opportunité, ce lien affectif, et je pense qu'il faut arriver à le développer, d'autant plus, comme je le disais, parce que certains membres de la famille ne sont pas au contact régulier du business, et donc il faut trouver des moyens de créer ce lien permanent et l'intérêt individuel de chaque membre de la famille au sein du collectif. Comme on le fait dans un comité de direction d'une entreprise, c'est le cas que j'ai créé de mon côté, de voir sa famille comme un comité de direction avec des gens qui sont légitimes, qu'on fait collaborer et avec lesquels on prend les décisions. Donc moi j'essaye de ne jamais être seul et de ne pas prendre de décision seul.
Cédric et... Oui, le lien est très très complexe, notamment parce que pour beaucoup de familles, la plus grande partie du patrimoine, elle est constituée par l'entreprise. Et donc ça peut conduire à avoir une vision qui peut être différente suivant les membres de la famille, ceux qui sont vraiment, on le disait tout à l'heure, aux commandes, qui ont une certaine vision, ceux pour qui le lien c'est peut-être beaucoup distendu aussi, qui gardent un peu d'affection parce que c'était une entreprise qui a pu être créée par un grand-père, un arrière-grand-père, mais qui aujourd'hui s'en désintéresse un peu. Et ce lien, cette affectio societatis, quand il s'est distendu, c'est là où il peut commencer à y avoir des problèmes, où ça peut générer quelques frictions. Donc d'où ce que disait Eric tout à l'heure sur la capacité à organiser le fonctionnement de la famille, parce qu'à la fin, c'est quand même l'intérêt de l'entreprise qui va primer, tout simplement parce que si les décisions sont bonnes, si elles se développent bien, si elles prennent de la valeur, à la fin, c'est quand même le patrimoine de la famille qui grandit et qui croît à la même vitesse. Donc c'est arriver à avoir cette distanciation parfois peut-être sur, oui, c'est l'entreprise familiale, mais si on est un actionnaire et qu'on joue d'abord notre rôle aussi d'actionnaire, comment est-ce qu'on aide le dirigeant à prendre les décisions, qui fassent partie de la famille ou pas d'ailleurs? La gouvernance, je m'adresse à Cédric, et notamment, la gouvernance, elle s'emploie à trouver les équilibres en permanence entre les intérêts des différentes parties prenantes. C'est d'une acuité encore plus forte au sein d'une entreprise familiale. La gouvernance, c'est un numéro d'équilibriste, presque d'acrobate. Alors, plutôt que le mot équilibriste, c'est vraiment le mot compromis, en fait. Je pense qu'on est dans la recherche de compromis permanent. Et ce compromis, en fait, il va se décliner sur toutes les strates du projet. C'est à la fois au niveau même de la structuration de la gouvernance. Quel poste on confie à quelle personne? Est-ce qu'on est dans on va dire, une prise de décision collégiale? On parlait du collectif tout à l'heure, ou est-ce qu'on est plutôt resserré sur quelques individus avec une forte concentration des pouvoirs? Et après, c'est comment va se répartir la valeur créée. C'est le deuxième vrai sujet où il faut trouver un équilibre entre le débat permanent entre revenus du capital et revenus du travail. Je pense que c'est des questions qui sont très prégnantes au sein des entreprises familiales. On l'entend souvent. Le dirigeant qui dit moi, en fait, j'estime pas être suffisamment rémunéré par rapport à la valeur que je crée, par rapport à mes co-actionnaires qui sont dormants. Donc, c'est des sujets qui sont importants et un équilibre à trouver. Et après, le dernier point, c'est aussi un équilibre en termes d'ambition. On le voit notamment entre les différentes générations. On a souvent des générations un peu plus âgées qui sont plus réticentes à prendre des risques, des nouvelles générations qui arrivent aux manettes, qui peuvent exprimer une ambition différente. Et donc c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver au sein de la gouvernance. Eric, j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu sur votre cas. Sur votre situation, et puis vous pourrez bien sûr l'un et l'autre rebondir parce que c'est un cas d'école. Est-ce d'abord pour vous émanciper du groupe familial, peut-être pour vous en libérer, peut-être aussi pour exister par vous-même en tant qu'entrepreneur, que vous avez fondé Evaneos? Alors, je ne vivais pas le fait d'avoir la chance d'être actionnaire d'une entreprise familiale comme un carcan, donc je ne voulais pas m'en échapper, mais en tous les cas, je pense que, à titre personnel, moi, une de mes valeurs fortes, c'est la liberté. Et donc je pense que j'ai souhaité en tout cas démarrer ma carrière de manière la plus autonome possible, sans dépendre de la famille et du groupe familial. J'avais clairement une envie d'entreprendre, et ça je pense que c'est lié à la famille, parce que j'ai vu dans le passé de ma famille qu'on pouvait avoir des projets, les faire grandir, qu'on pouvait être ambitieux, que quelque part tout était possible si on le souhaitait. Et donc voilà, cet esprit entrepreneurial, je pense, qui m'a été transmis, et c'est pour ça que j'ai voulu créer mon entreprise. Pardonnez-moi, est-ce que vous avez éprouvé un moment, parce qu'on l'évoquait avec Anne-Sophie Pic tout à l'heure, le sentiment de l'imposture? Alors je le vis, oui, effectivement. Alors j'ai un peu ce sentiment-là plutôt chez Evaneos, parce que quand on crée une entreprise et qu'elle connaît un certain succès, on se demande quelle est la part du talent, de l'énergie, du travail qu'on a mis dedans, de l'équipe, et celle de la chance. Et je considère que pour créer une entreprise qui a du succès, il faut beaucoup de chance. Et donc je mets une grande partie de la réussite là-dessus. Et donc voilà, qu'est-ce qui est la pierre à l'édifice, comment je contribue. J'ai effectivement cette remise en question un peu permanente, mais au fond c'est un moteur parce que ça pousse à se dépasser, à se prouver soi-même beaucoup de choses. Et donc c'est ce que j'essaie de faire maintenant chez Evaneos et chez Tarkett. Et quelque part j'ai eu cette chance de créer Evaneos qui a bien grandi, qui a connu aussi des crises récentes pendant la crise Covid évidemment, parce que le tourisme s'est quasiment arrêté pendant 2 ans. Donc ça crée une expérience, ça crée une légitimité aussi au sein de la famille.
Et aujourd'hui, si je suis président du conseil de Tarkett, c'est parce que c'est une demande qui m'a été formulée par la famille, grâce à la légitimité que j'ai créée en tant qu'entrepreneur. Donc au fond, la liberté que j'ai cherchée au début de créer ma carrière de manière la plus neutre possible, sans aide de la famille, finalement m'a aidé à rejoindre le groupe dans une position qui est très intéressante. Mais alors justement, vous parlez de crise. Tarkett Group a traversé nécessairement pendant un siècle des crises. Vous en avez subi une effroyable avec Evaneos, avec justement la crise de Covid. Les germes de résilience qui ont été ensemencés au sein de Tarkett pendant un siècle, est-ce que ça vous a servi à un moment, objectivement, pour traverser cette crise et permettre à Evaneos justement d'être encore là aujourd'hui? Alors de manière inconsciente peut-être, parce que j'ai pas connu toutes les crises de Tarkett depuis un siècle, et il y a eu beaucoup de moments de succès aussi, et c'est ça que on m'a plutôt raconté dans l'histoire familiale. On a connu des crises récentes aussi chez Tarkett, le Covid en a été une. Je pense que la résilience est effectivement une des valeurs clés de Tarkett et d'un groupe industriel centenaire. Et je pense que ça m'aide quelque part à garder la tête froide par rapport au succès, je parle déjà d'avant la crise, que peuvent connaître les startups. Aujourd'hui, il y a des startups qui arrivent à créer des valorisations aussi grosses que certains groupes qui ont mis des décennies, voire des siècles à construire. Et ça, je pense que c'est des épiphénomènes et que sur le long terme, c'est pas quelque chose de durable. Donc le succès d'entreprise se construit sur un temps long. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur d'incarner chez Evaneos aussi et de créer cette résilience. L'apprentissage aussi a été dans le sens inverse, puisque la crise Covid a démarré chez Evaneos très tôt, en janvier 2020, puisque ça avait démarré en Chine, et on a tout de suite compris que ça allait se répandre de manière assez importante et toucher profondément notre business. Et donc j'ai participé à sensibiliser aussi chez Tarkett au fait que cette crise allait s'amplifier et impacter aussi notre business. Donc comme je l'ai fait chez Evaneos, c'est-à-dire d'anticiper au maximum la gestion de crise, on l'a fait aussi chez Tarkett. Et dans le bâtiment, il y a eu une crise qui s'est opérée en avril-mai 2020 parce que l'industrie du bâtiment, à cause des confinements, s'est aussi quasiment arrêtée. Donc ça a été des échanges et des ping-pong permanents sur la crise. Et si j'ai une expertise sans être, et là je pense pas être un imposteur, c'est sur la gestion de crise. Cédric et Bernard, justement, de toutes les entreprises que vous accompagnez, celles qui sont familiales, qui sont presque séculaires, par rapport aux enjeux justement de franchir des crises aussi folles que celles qu'on a traversées là, est-ce qu'elles ont cette capacité de résilience un petit peu hors du commun? Alors, bien sûr, elles l'ont. On a beaucoup d'exemples en tête. Elles l'ont à double titre. C'est que, en fait, en période de crise, tout à l'heure, on parlait d'alignement d'intérêts. Je pense que la crise permet de resserrer l'ensemble de la collectivité et que finalement, qu'il n'y ait qu'une seule vision, qu'un seul but, c'est de protéger la société, le bien social. Ça solidarise en fait le corps social et l'ensemble des parties prenantes. Tout à fait. Et puis finalement, c'est après avoir survécu à une crise que le groupe sort plus fort, parce qu'il a remis en question un certain nombre de fonctionnements qui marchaient très bien jusque-là. Et c'est comme ça que ce type de groupe peut se réinventer. Oui, autre chose, c'est un sujet qui a été largement abordé depuis le début de l'après-midi, c'est la capacité à penser sur le temps long. Et finalement, c'est le meilleur moyen de passer les crises. Alors, on a des entreprises familiales qui existent depuis très longtemps, qui ont connu beaucoup de crises. Donc, finalement, se rappeler un peu l'histoire, c'est aussi se rassurer sur sa capacité à gérer des problèmes. Mais c'est surtout se dire, quand on est en pleine crise, c'est pas forcément là où on doit s'arrêter. Il faut réfléchir, les décisions sont beaucoup plus complexes. Mais nos clients, nous, on l'observe, continuent à agir. J'ai l'exemple d'un client qu'on a accompagné en plein milieu du premier confinement. Il a décidé qu'il fallait qu'il achète une entreprise parce que c'était stratégique pour lui, alors même que, honnêtement, personne ne savait comment tout ça allait évoluer. Mais il s'est dit, il faut qu'on le fasse. Comme sa gestion avait été très saine depuis très longtemps, il était en capacité de prendre potentiellement un peu plus de risques. Il a fait cette acquisition, on l'a finalisée dans le courant du mois de juillet 2020, et aujourd'hui, il ne regrette absolument pas, parce que c'était le bon moment, parce que sa gestion avait été équilibrée, qu'il avait ses réserves, et que donc il était capable de saisir ses opportunités, tout simplement parce qu'il n'était pas juste en train de regarder l'activité de l'entreprise qu'il allait acheter dans les 2 mois qui venaient, mais en se disant, de toute façon, ok, si ça va mal pendant 6 mois, c'est pas très grave, 18 mois, c'est pas très grave, mais je sais qu'à horizon 4, 5, 10 ans, c'est de toute façon ce qu'il fallait que je fasse.
Target Group a une spécificité, une partie du capital est cotée. Alors cette part du capital était de 50%. Avec vos cousins, vous avez décidé de la ramener à 10%. Qu'a-t-elle apporté de positif, mais aussi qu'a-t-elle apporté de négatif? Puisque si vous décidez d'en sortir, c'est forcément pour retrouver quelque chose que vous avez perdu. Alors peut-être du temps long, de la liberté. Éric de Seyne, tout à l'heure, parlait de la liberté du temps. Est-ce que c'est ce que vous cherchez à retrouver aujourd'hui? Oui, il y avait ça en partie. Le point de départ, c'était aussi en tant que nouvelle génération, puisque depuis quelques années, on a pris avec mes cousins de plus en plus d'importance dans la gouvernance familiale. Quelque part, c'était une manière de s'approprier aussi le début d'une nouvelle étape pour le groupe. Le fait d'être coté n'était pas une contrainte en tant que telle. En revanche, on a bien conscience avec mes cousins de notre génération que les défis des prochaines décennies sont nombreux, que la réinvention permanente nécessaire en fait à opérer un groupe comme Tarkett est absolument stratégique, et que faire ça en renforçant notre contrôle au capital, et on l'a pas fait tout seul, on l'a fait avec un partenaire qui est aussi la famille Wendel, donc s'est associé avec une autre famille qui s'inscrit sur le temps long, était un atout parce que ça laisse plus d'opportunités, de liberté de réflexion stratégique, je pense. Là où, quand on est coté, c'est vrai que l'indicateur de succès est plutôt un indicateur financier, trimestriel, et on est plutôt attaché au temps court, là où nos réflexions stratégiques s'attachent sur le temps long, et les réflexions doivent être, aujourd'hui je pense, dans des métiers comme le nôtre, sur quels sont les axes de transformation à horizon de 10 ans, 20 ans, 30 ans, et comment est-ce qu'on se positionne dès aujourd'hui sur des sujets qui émergeront peut-être demain ou après-demain. Et donc ça, on peut le faire de manière beaucoup plus libre, sans être coté, je pense. Ou en tout cas une partie renforcée au capital de la famille. Je pense aussi que le fait d'avoir un autre actionnaire de référence, c'était un élément important pour nous, parce que je crois beaucoup à l'intelligence collective, et on le disait tout à l'heure, la famille doit prendre des décisions, mais si elle ne le fait pas toute seule, c'est encore mieux. Il faut créer des contre-pouvoirs, il faut créer des filtres, et je pense que c'est extrêmement sain, et on le voit depuis un an avec les associés de la famille Wendel, que ces discussions régulières existent et sont extrêmement bénéfiques pour le groupe. Donc je ne vois pas vraiment d'impact négatif de ce mouvement. Et je pense que pour finir, c'est clairement une appropriation, et cette opération un succès dans un temps de crise aussi qui n'est pas évident à manager opérationnellement, un atout pour nous. D'autant plus qu'il nous donne plus de marge de manœuvre financière, parce que en étant moins coté, on a aussi des relations bancaires et sur les covenants qui sont plus flexibles. Donc c'est un atout supplémentaire. Il y a un sujet sensible, il y a un sujet sensible dans le nombre d'entreprises familiales, c'est l'idée d'ouvrir la gouvernance à des administrateurs qui soient réellement indépendants, à des compétences extérieures qui vont bousculer le confort décisionnel, le processus de décision, qui vont déranger aussi la consanguinité dans l'entreprise. Ces entreprises-là, elles se tirent une balle dans le pied quand elles décident de rester recroquevillées justement au fond d'elles-mêmes. Elles ne se tirent pas forcément tout de suite une balle dans le pied, mais c'est vrai que c'est toujours un peu délicat, surtout pour des entreprises qui ont été incarnées pendant très longtemps par un entrepreneur qui a pu fonder l'entreprise, ou un membre de la famille un peu charismatique qui l'a fortement développé, parfois très rapidement, avec une gouvernance souvent centrée autour du dirigeant. Et ce passage avec des administrateurs indépendants, il peut être parfois un peu délicat, parce que forcément, son rôle, c'est un peu d'être poil à gratter, toujours dans l'intérêt de l'entreprise. Mais nous, quand on voit tous nos clients qui ont fait ce choix, ils ne sont jamais déçus. Parce qu'à partir du moment où l'administrateur indépendant, il a cette vision long terme qui est importante, qui partage les valeurs de la famille, il n'y a pas de raison que ça crée des problèmes. En revanche, il apporte une ouverture, une vision différente, parfois des secteurs d'activité qui n'ont rien à voir, mais qui permettent d'avoir un éclairage et de faire un pas de côté. Et les dirigeants sont quand même assez contents de pouvoir partager le poids de leurs décisions avec quelqu'un qui a vu autre chose et qui a peut-être pas le même lien dont on parlait, parfois un peu complexe, entre une famille et son entreprise, mais qui en respecte quand même les valeurs. Tout à l'heure, un intervenant l'évoquait d'ailleurs, une entreprise familiale a plutôt intérêt à avoir un bon dirigeant extérieur à la famille qu'un mauvais dirigeant issu de la famille. Ça semble une évidence, un truisme, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Il y a encore un travail de pédagogie, de sensibilisation important à faire. Alors, je pense qu'il y a deux cas de figure. Le premier, c'est effectivement quand on a un actionnaire dirigeant qui est lui-même majoritaire, il a des comptes 40 qu'à lui-même.
Après, la problématique, c'est quand on est dans la collégialité, j'ai assez rarement vu sortir d'un collège d'associés, notamment familiaux, un mauvais dirigeant. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on peut appeler un mauvais dirigeant. Pour autant, les problématiques qu'on rencontre assez souvent, Ça peut être, pardonnez-moi, ça peut être un dirigeant, par exemple, qui manque de discernement, qui manque de lucidité au moment de faire les bons arbitrages en faveur de l'intérêt de l'entreprise davantage que dans l'intérêt de la famille. Alors c'est là que la gouvernance va jouer son rôle, c'est-à-dire, comme disait Eric tout à l'heure, il faut des contre-pouvoirs, et ces contre-pouvoirs, c'est ce qui va permettre aussi de faire respirer la gouvernance. C'est un bon exemple avec Evaneo, c'est-à-dire que le fait d'aller chercher des compétences ou une expertise externe permet à l'entreprise des apports en oxygène qui lui font voir autrement, plus loin, avec un prisme de vue vraiment différent. La complexité de l'époque n'épargne pas les entreprises, c'est une évidence. Et puis piloter une entreprise requiert aujourd'hui un champ de compétences qui est immense, qui touche maintenant au numérique, à la transition écologique, à l'international, à la finance, j'en passe. Comment la gouvernance d'une entreprise familiale doit-elle l'intégrer? Et je me tourne vers vous, Eric, parce que la question se pose à la fois pour Tarkett et pour Evaneo, justement. Effectivement, dans les deux, je pense que c'est extrêmement important de ne pas rester trop consanguin et de s'assurer qu'il y ait une complémentarité de compétences qui soit très forte au sein de la gouvernance actionnariale ou opérationnelle. Donc les administrateurs indépendants participent à jouer ce rôle, c'est extrêmement important. Et il faut aussi faire en sorte qu'on puisse évaluer cette complémentarité de compétences. Donc c'est ce qui se passe dans les entreprises, notamment cotées ou dans les règlements des conseils de surveillance. Il y a très souvent, et c'est une des recommandations à FEP-MEDEF, de faire des évaluations externes des conseils de surveillance. Donc ça, c'est une bonne pratique et qu'on pourrait aussi, et nous on l'a fait au sein de la famille, de venir s'auto-évaluer sur les compétences qui sont autour de la table, voire même, et ça nous est arrivé dans le passé aussi, dans la gouvernance familiale, de faire venir des compétences externes à la famille, même si le rôle de la holding familiale est de rester en famille. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des externes qui peuvent venir aussi donner leur avis sur les recommandations et les décisions prises par la famille. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Et ce qui est délicat dans ces moments-là, c'est que quelque part, ça introduit un jugement de membres de la famille sur d'autres membres de la famille. Et donc là, je pense que justement l'apport externe de facilitateurs qui créent ces discussions, qui les modèrent et qui font que tout ça se passe en bonne intelligence et sans jugement, soit important pour qu'on continue à passer Noël dans des bonnes conditions, quoi. Bernard, vous sentez que chez vos clients, ceux que vous accompagnez, cette sensibilité, l'extrême complexité aujourd'hui de la décision, elle est vive, elle est présente chez eux, ou constatez-vous qu'il y a encore, là aussi, des tabous à lever? Des tabous, il y en a de moins en moins. C'est vrai que nous, on a l'habitude, quand on travaille avec nos clients, ce sont souvent de très grands entrepreneurs, de très bons industriels, ils ont des dons marketing, ils ont des visions stratégiques très, très bonnes. Parfois sur des problématiques financières, c'est pour ça qu'ils vont venir nous chercher pour qu'on les aide à réfléchir. Mais sur tous les autres sujets, il y en a un certain nombre qui se disent, voilà, il faut que mon entreprise fasse un pivot vers le digital. Je n'y connais rien, donc est-ce que je peux trouver quelqu'un qui va m'aider? Ça peut être parfois un administrateur indépendant qui vient de ce métier-là. Les enjeux de RSE, on se rend compte, et c'est ce que disait Pierre Gattaz tout à l'heure, qu'en fait, finalement, les entreprises familiales le font assez naturellement depuis très longtemps. C'est peut-être juste des histoires de formalisation. Est-ce qu'elles le font presque mieux que d'autres? J'entends par là, est-ce qu'elles le font de manière plus sincère, notamment parce qu'elles ont souvent un rapport au territoire qui est très particulier et à l'écosystème qui est très particulier? Alors, vous dire que ça serait plus sincère, ça voudrait dire que beaucoup de gens qui le font aujourd'hui ne le sont peut-être pas. C'est une réalité. Ce qui est clair, c'est que, non, mais ce qui est clair, c'est que la prise en compte de toutes les forces de l'entreprise et des salariés notamment, c'est quelque chose qui pour une entreprise familiale est très important depuis très longtemps. Donc ça n'a jamais été, effectivement, comme je le disais, formalisé, mais c'est essentiel, notamment dans cette vision long terme. Quand on parlait tout à l'heure, quand vous passez une crise et que vous devez remobiliser tout le monde, y compris les salariés, en disant ça va être difficile, peut-être que parfois on va devoir licencier quelques personnes, mais on pense que c'est pour le bien de l'entreprise. Si derrière vous avez toujours vécu et appliqué ces principes, c'est des décisions qui, même si elles sont difficiles, passent quand même plus facilement, et c'est ce qui permet que l'entreprise passe la crise aussi. C'est le moment de conclure, il nous reste une petite minute. Un mot, un message pour nous aider, pour aider les entreprises familiales, les entrepreneurs, les familles tout simplement, à bien gouverner. Un mot.
Moi, je dirais c'est humilité, avoir l'humilité de se dire que on peut transformer l'autorité de capital qu'on a en un succès business, mais ça passe par bien s'entourer, bien gouverner, poser les bonnes instances, sans tabou. Voilà. Cédric et Bernard après. Je pense qu'avec le bon plan stratégique qui permet de montrer qu'on crée de la valeur pour l'entreprise, on crée de la valeur pour l'ensemble de l'écosystème autour de l'entreprise, donc les salariés, les actionnaires et puis les clients. Et pour terminer, le dernier, c'est peut-être éviter le statu quo, parce que quand on est bloqué et qu'on doit décider, finalement, c'est rarement là que les bonnes décisions sont prises. Merci beaucoup. Merci pour vos témoignages respectifs. Et je vous invite maintenant à écouter l'entretien avec le ministre Roland Lescure. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans le bureau de Roland Lescure, ministre délégué à l'industrie, qui a accepté de nous recevoir quelques instants. Il n'a pas pu venir avec nous à l'occasion de ce forum, mais on va pouvoir avoir une conversation tous les deux. Bonjour Roland Lescure. Bonjour Philippe Aby. On voulait vous interroger sur ce plan, ce projet, ce grand projet de développer les ETI en France. Je rappelle les chiffres, il y a 5500 ETI en France, dont à peu près la moitié sont des entreprises familiales. Si on regarde les chiffres à l'étranger, il y en a 12 000 en Allemagne, il y en a 9 000 en Italie. Ça fait des années qu'on nous raconte qu'on va doubler le nombre des ETI en France. Est-ce qu'on s'en donne vraiment les moyens ? On va le faire en tout cas. Moi j'ai vécu au Québec pendant une dizaine d'années, j'étais numéro 2 de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Et au Québec, il y a une vraie culture entrepreneuriale, une histoire entrepreneuriale et du capital. La Caisse de dépôt était un des grands financeurs des PME qui deviennent des ETI. Et il y en a beaucoup au Québec également. Il faut qu'on le fasse. Alors on le fait comment ? D'abord, je suis ministre de l'Industrie, donc je ne vais pas évidemment vous dire le contraire, en réindustrialisant, parce que les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, pour beaucoup, elles sont dans l'industrie. Qui ont des avantages compétitifs réels, c'est-à-dire qui permettent de vivre, de durer, de prospérer, de croître, elles sont souvent dans l'industrie. Donc quand vous réindustrialisez, vous créez plus d'ETI. Et donc ça, c'est à la fois, on a commencé à le faire quand même depuis 5 ans, vous avez vu qu'on a interrompu le déclin, on a commencé à recréer des postes dans l'industrie, 57 000 emplois aux dernières nouvelles sur les 5 années qui viennent de s'écouler. On a recréé des sites industriels. L'année dernière, il y avait 3 fois plus d'entreprises, d'usines qui se sont installées en France que d'usines qui ont fermé. On attire du capital étranger. On manque de capital en France, on le sait. Les banques sont très présentes en prêt, en crédit. On manque de capital action, de capital risque. Justement, on parle là d'entreprises familiales. Souvent, ce sont elles, effectivement, qui sont les capitalistes en France, au bon sens du terme. Est-ce qu'on fait suffisamment pour développer un capitalisme, redévelopper une envie de capitalisme entrepreneurial dans ce pays ? Alors, je pense qu'on a fait des choses. C'est-à-dire que la première révolution, elle est importante, elle est culturelle. Moi, je crois beaucoup au capitalisme familial. Pourquoi ? Parce que le défaut du capitalisme, il en a, c'est souvent le court-termisme. J'ai besoin de faire mon résultat dans les 3 mois qui viennent parce que mes stocks options sont indexés sur le prix de l'action dans les 3 mois qui viennent. On connaît ça. Les fonds d'investissement, voilà. Les fonds d'investissement... Pas de vision assez à long terme en tout cas. Oui, mais moi j'en ai géré un par exemple qui était un fonds de retraite, qui était un fonds à long terme. Donc les fonds d'investissement ne sont pas tous court-termisme. Mais en France, de toute façon, on n'en a pas. On n'a pas de fonds de pension, on n'a pas de fonds souverains, on a un peu d'assurance vie, mais enfin quand même peu investi dans le capital risque ou dans le private equity, comme on dit. Donc, le premier élément, il est culturel. Il faut que le rapport à l'entrepreneuriat soit un rapport, j'allais dire, d'amour, d'admiration, de fierté. Et ça, c'est un peu en train de changer quand même. Je pense que quand Emmanuel Macron occupait ce bureau, il était ministre de l'économie, il a fait passer un certain nombre de dispositions qui redonnaient envie à la France d'entreprendre, en mettant en avant les entrepreneurs, en les félicitant pour leur travail, en les mettant en lumière. Et nous, on continue à faire ça. Moi, je suis persuadé que plus on donnera envie aux jeunes d'entreprendre, de créer, et pas seulement des startups technologiques, c'est très bien, on en a beaucoup, on est sans doute les champions du monde, mais de l'industrie 4.0, comme on dit, de l'industrie du futur. Et quand on verra que cette industrie, elle crée de l'emploi, elle crée de la richesse, elle crée de l'aménagement du territoire, parce qu'elle est présente dans le territoire, et accessoirement, elle fait reculer la colère et le Front National, c'est quand même pas mal, on aura remporté une partie du boulot. Donc culturel, donner envie aux gens d'entreprendre, et surtout reconnaître avec fierté que les entrepreneurs sont au fond des vrais patrons de l'équipe de France de l'industrie. C'est ceux qui nous permettent de nous développer. 2, du capital.
on n'a pas ou peu de capital de long terme. On a quand même la Banque publique d'investissement qui accompagne et qui est une vraie trouvaille. Il faut reconnaître, la BPI, elle a 10 ans. Bon, en 10 ans, elle s'est vraiment installée comme un des acteurs de financement à long terme des entreprises françaises. Et ensuite, il y a le capital international. On attire aujourd'hui du capital en France. On attire des entreprises qui viennent s'installer en France. Et ça, il faut en être fier aussi. Choose France, c'est 1220 projets. Alors, un des arguments, bon, il y a évidemment les qualités de la France, mais l'environnement fiscal a pas mal changé. Ah oui. Dans le cas de Merci de le noter. Non, mais il faut le reconnaître. Mais dans le cas de l'entreprise familiale, elles disent qu'elle n'a pas suffisamment changé. C'est-à-dire que quand on nous compare, je citais l'Allemagne ou l'Italie, on continue d'avoir aujourd'hui des boulets aux pieds, nous les entreprises familiales, notamment à ce moment très particulier, celui du passage d'une génération à l'autre, vous le savez, c'est parfois le moment le plus stressant, le plus compliqué. Il y a le pacte Dutreil qui existe, qui a été un peu menacé parce que peut-être certains en ont abusé. Et il y a eu des projets de réforme. Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité de donner plus de sécurité finalement à la stabilité du capital familial? Oui, alors d'abord, il a été menacé, nous on l'a simplifié. Donc on l'a renforcé et simplifié. Moi j'étais rapporteur général de la loi Pacte. Dans le cadre de la loi Pacte, on a simplifié le pacte Dutreil, notamment dans les rendez-vous annuels qui devaient être actualisés tous les ans. Tout ça était quand même assez lourd. On l'a quand même singulièrement simplifié. Ça reste, je pense, un dispositif extrêmement utile. Je pense qu'il est d'ailleurs reconnu comme tel. Aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, je dirais, l'environnement politique français est un peu complexe. Je ne suis pas sûr aujourd'hui. Vous parlez de l'Assemblée nationale. Par exemple, notamment, oui. Donc je suis vous pas pensez sûr. pas faire passer auprès de la NUPES une réforme au nom de l'emploi, que Mathilde Panot ou Sandrine Rousseau seraient totalement pour un dispositif qui. Mais c'était pourtant un peu dans le programme d'Emmanuel Macron de toucher à cette fiscalité. Non, on n'avait pas. Enfin, j'y ai modestement contribué, donc je l'ai lu et même écrit une partie. Non, il n'y avait pas Il n'y avait pas de disposition particulière mentionnée sur le pacte Dutreil, qui est déjà un dispositif qui, je répète, fonctionne bien, qu'on a simplifié. Il faut qu'on fasse le bilan de ces simplifications. Elles datent il y a maintenant 2-3 ans, donc on voit si elles sont utiles, si on peut éventuellement... donc l'idée d'allonger la durée du pacte Dutreil en échange d'avantages fiscaux ne vous paraît pas... Pas facile. Moi, sur le fond, je vois bien l'intérêt. C'est-à-dire que tout ce qui fait qu'on allonge l'horizon des investisseurs, qu'on allonge l'horizon du capital, qu'au fond... on s'assure que les entreprises s'inscrivent dans la durée, et c'est ça le capitalisme familial. Les créateurs d'entreprises, ce qu'ils veulent, au fond, je vais le dire comme ça, c'est leur immortalité, c'est laisser une trace avec leurs enfants, en espérant que leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants prendront avec eux, une trace durable. Ça ne marche pas toujours, il faut faire attention. Je pense qu'il y a quelques entrepreneurs dans la salle qui connaissent des histoires familiales, dans lequel à la deuxième, ou plus souvent dans la troisième génération. La deuxième, ça va, la troisième, elle tue. En fait, ce qu'on dit souvent, c'est que le premier crée, le deuxième croit, le troisième, c'est parfois un peu plus compliqué. Donc, troisième consomme. Voilà. Les troisièmes, il y a aussi un enjeu. Parfois c'est le quatrième. Voilà. Bon, donc faut être conscient de ça. Il y a aussi des choses qu'on a créées pour pérenniser le capitalisme familial, sans forcément en pérenniser la détention personnelle. On a simplifié le dispositif des fondations actionnaires qui existent. Dans la loi Pacte. Voilà, dans la loi Pacte, on a créé une fondation actionnaire qui permet à des entrepreneurs qui soit souhaitent pérenniser leur entreprise sans nécessairement qu'elle appartienne à leurs enfants, soit qui n'ont pas de descendants, de pérenniser cette entreprise. Donc ça, c'est aussi des dispositions. Regardez, Lego, entreprise emblématique qu'on connaît tous, c'est une fondation actionnariale aujourd'hui. Donc ça se développe. Il n'y en a pas encore. C'est pas. On peut pas dire qu'il y a une accélération très forte de ces sujets, mais ça pourrait être une réponse, effectivement. Oui, et là aussi, je pense qu'il faut qu'on fasse le bilan de la loi Pacte. Elle a un peu plus de 3 ans maintenant, donc ça fait partie des choses qu'on peut regarder pour voir si on peut adapter ce dispositif de fondation, qui est quand même une bonne manière de pérenniser l'entreprise dans un cas où il n'y a pas d'héritier ou de descendant, en tout cas. Monsieur le ministre, dernière question. Souvent, on dit dans le monde de l'entreprise familiale, il y a un ADN particulier, vous avez dit ce long terme, cette vision d'une génération à l'autre. Quand on interroge les entrepreneurs familiaux, ils disent « mon objectif, c'est justement de faciliter ce passage dans le temps ». Et c'est important, et plus même que de gagner de l'argent. En tout cas, ce n'est pas qu'un objectif patrimonial, c'est un objectif de vision de long terme. Est-ce que ça porte un peu cette idée d'ESG dont on parle beaucoup aujourd'hui, comme la grande révolution du capitalisme
capitalisme qui se préoccupe un peu plus de sa durabilité. Est-ce que c'est dans ce creuset familial on peut trouver Bien sûr. cet ADN-là? Bien sûr, je pense que les familles actionnaires n'ont pas le monopole de la soutenabilité ou de l'interrogation environnementale, mais quand même, si vous voulez aujourd'hui attirer du talent, on le souhaite quand on est dans une ETI, c'est pas facile de recruter aujourd'hui. Il faut donner du sens. Il faut raconter une histoire environnementale. Et évidemment, si vous souhaitez que votre entreprise, elle vive pour toujours, si elle ne fait pas face au risque environnemental, elle risque de perdre du talent, elle risque éventuellement de faire face à des problèmes sanitaires vis-à-vis des consommateurs qu'elle aura mal protégés, ou de risques de processus industriels, accidents industriels et autres. Donc, si vous voire même de plus être financé. Dans certains. Et ensuite, mais ça on n'y est pas encore, hein. Je pense que les banques elles ont encore un peu une révolution copernicienne à faire sur leur capacité. Elles n'ont pas complètement fait le travail. La vraie finance verte, elle n'existe pas encore. Ouais. Moi je veux pas, nous à la Caisse de dépôt du Québec, on s'était dit au fond c'est quoi notre avantage compétitif? On gérait les retraites des Québécoises et des Québécois. Notre seul avantage compétitif, c'était le temps. On était capable d'investir dans la durée. Et bien quand vous investissez dans la durée dans une entreprise, vous ne vous posez pas les mêmes questions. Vous ne demandez pas la manière dont les 3 prochains mois vont se passer. Vous demandez la manière dont les 3 prochaines décennies vont se passer. Quelle est la vision à long terme de l'entrepreneur? Qu'est-ce qu'il fabrique? Comment on va passer? Moi, j'ai visité une entreprise qui est passée des chaudières à gaz aux pompes à chaleur. Ils les vendent comme des petits pains, évidemment, parce que les pompes à chaleur, aujourd'hui, c'est la mode. Des chaudières à gaz, on ne va pas en vendre beaucoup dans les décennies qui viennent. Et ça, c'est une vraie transformation en profondeur de l'entreprise. Mais pour ça, il faut une vision. Parce que ça coûte de transformer une usine qui fait des chaudières à gaz en pompe à chaleur. Donc il faut une vision. Donc oui, le capitalisme familial bien fait, parce que parfois il faut reconnaître quand même qu'il n'est pas toujours bien fait, ben c'est le vrai ESG, c'est la vraie vision environnementale, sociale et de gouvernance. Il y a un truc quand même que je pense nos entrepreneurs doivent avoir en tête, et je sais que beaucoup le font, c'est le S. Donc la gouvernance, c'est s'assurer que l'entreprise est bien gouvernée. L'environnement, on l'a dit, si on veut attirer du talent, il faut gérer les enjeux environnementaux. Le S, c'est comment on partage la valeur, comment on associe les employés au succès de long terme de l'entreprise. L'intéressement, la participation, l'actionnariat salarié, là aussi on a simplifié ça. Mais si vous voulez attirer votre talent, il faut leur raconter une histoire. Si vous voulez le garder, il faut qu'il soit aligné avec vous. Il faut que quand l'entreprise va bien, la valeur soit partagée. Et ça, j'y crois beaucoup. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs y croient beaucoup. Il y en a d'autres qui ne le font pas assez. Donc partager. Partager, c'est la meilleure manière de garder vos salariés. Bon, en tout cas, avec vous, Roland Lescure, ministre délégué à l'industrie, on sait qu'il faut s'inspirer un peu de nos cousins du Québec pour peut-être... il faut aller regarder ce qui se passe chez nos cousins du Québec. Merci d'avoir participé à ce forum et sans doute à une prochaine fois. Et bon forum. Merci beaucoup.